puis bonjour à Yaorana, Madame Joanne Père. Yaorana. Donc la présidente de la délégation aux Outre-mer, Micheline Jacques, tient à s'excuser auprès de vous, Madame la Présidente, puisqu'elle est en route pour Saint-Barthélemy, pour participer à une réunion importante du Conseil territorial. Il y a une actualité un peu particulière. Et m'a demandé, en ma qualité de vice-président, de la remplacer ce matin, ce que, avec mes collègues, je fais avec honneur, puisque, en plus, il s'agit de vous entendre pour la Polynésie française, donc ça me fait particulièrement plaisir. Donc c'est une coïncidence, mais qui est heureuse, puisque nous entendons ce matin la Polynésie, puis la Nouvelle-Calédonie. Donc nous aurons l'occasion de vous entendre, Madame Père, pour la Polynésie, et ensuite Monsieur Stéphane Retterer, je ne voudrais pas mal prononcer, pour la Calédonie. Donc nous commençons avec vous, Madame la Présidente, et nous tenons à vous remercier vivement, à une heure un peu tardive, d'avoir répondu à notre invitation. Je compatis parce que souvent je suis de l'autre côté de l'écran, discuter avec mes collègues parisiens. Comme vous le savez, la délégation a déjà donc mené une dizaine d'auditions, de tables rondes, soit une trentaine de personnes entendues, donc en vue d'un rapport qui sera présenté début avril. Par mes collègues rapporteurs et moi-même. Donc jusqu'ici, en écho aux événements en Martinique, c'est vrai qu'on a beaucoup traité lors de nos éditions la situation dans les départements d'outre-mer et moins dans nos collectivités d'outre-mer. Et donc, alors que nous connaissons des différences de prix encore plus élevées par rapport à l'Hexagone. Je vous rappelle un chiffre, mais c'est aussi pour le partager avec mes collègues, que donc l'Institut statistique de la Polynésie française signifie en 2022 que le niveau des prix moyens à la consommation était plus élevé de 31% par rapport entre la Polynésie et la France métropolitaine. Alors c'est une moyenne globale. Je pense que quand on est sur l'alimentaire, nous sommes dans des proportions encore plus élevées, avec le débat qu'il y a sur le panier pris en compte. Mais ce sont des écarts de prix donc, qui sont particulièrement élevés en Polynésie, et je le disais, sur les produits alimentaires notamment. Donc, je propose, Madame la Présidente, dans votre propos liminaire, de nous éclairer sur la situation constatée en Polynésie française, que je connais, mais qui nous permettra, avec l'ensemble de mes collègues, d'apprécier à la fois le diagnostic que vous pouvez en faire, et puis éventuellement de connaître les préconisations, les recommandations, les suggestions que vous pourriez nous faire à l'aune de cette autorité qui, je le dis pour mes collègues, va fêter les 10 ans des droits de la concurrence le 18 mars prochain, et ce qui est une grande satisfaction. Alors j'ai eu l'honneur de contribuer aussi à un ouvrage qui va sortir bientôt, et je viendrai vous voir prochainement in situ avec grand plaisir. Voilà, je vous passe la parole, Madame la Présidente. Maurururoa, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, je tiens tout d'abord à vous remercier, à remercier la délégation pour votre invitation et surtout pour l'occasion que vous m'offrez de présenter l'analyse de l'autorité polynésienne de la concurrence sur cette question de la vie chère en Outre-mer, qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, en guise de propos liminaire, j'avais envie de vous proposer de répondre en suivant le fil des questions qui m'ont été communiquées, qui m'ont été posées et qui recoupent pour ma part ce que j'aurais pu dire en propos liminaire. Donc, si ça vous va, sénateur Aufrich, je vais suivre le fil de ces questions. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la première question portait sur la présentation de l'activité et des prérogatives de l'autorité polynésienne de la concurrence. Donc, comme vous le savez, la Polynésie française bénéficie d'une large autonomie au sein de la République. Donc, elle est compétente en matière notamment de droit économique et donc sur toutes les questions de concurrence. Comme l'a rappelé Monsieur le Vice-président, donc elle a adopté il y a tout juste 10 ans un droit polynésien de la concurrence qui lui est propre. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier chaleureusement, Monsieur le Vice-président, pour votre contribution à l'ouvrage qui est édité par la revue Concurrence avec un S à cette occasion. Donc, s'agissant maintenant de nos prérogatives, l'autorité polynésienne de la concurrence, que l'on appelle aussi donc, sous l'acronyme APC, est compétente de manière classique en matière de détection et de sanction des pratiques anticoncurrentielles, en matière de contrôle des concentrations, et elle a également un rôle de conseil pour les pouvoirs publics. Donc, nous rendons des avis sur toute question de concurrence.
On a également une compétence qui nous est propre, mais qu'on partage aussi avec l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, qui concerne le contrôle des aménagements commerciaux. Donc, c'est-à-dire que pour toute ouverture, donc création, agrandissement ou changement d'enseigne de plus de 300 mètres carrés, donc c'est soumis à l'autorisation préalable de l'APC. Donc, en ce qui concerne l'APC, donc, ce que je peux dire aussi, c'est que c'est une institution qui est encore jeune, puisqu'il y a eu des études qui ont été faites et qui démontrent qu'il faut environ une vingtaine d'années pour qu'une autorité de concurrence puisse atteindre sa vitesse de croisière. Mais c'est une institution qui rend déjà une vingtaine de décisions par an. Et j'avais envie de dire, malgré des moyens qui, à mon sens, sont très nettement insuffisants pour répondre aux attentes et aux enjeux qui ont été, qui sont les enjeux de l'économie polynésienne, sachant que ces moyens ont encore été rabotés récemment. Donc, nous ne comptons à présent plus que 5 rapporteurs, qui ne permettent pas de traiter correctement notamment les dossiers de pratiques anticoncurrentielles, sachant qu'on a pas mal de dossiers, donc notamment d'abus de position dominante dans les tiroirs, parce que compte tenu du faible nombre de rapporteurs, à chaque fois qu'on reçoit des dossiers qui concernent donc les 3 autres prérogatives que j'ai mentionnées, à savoir donc les avis, les concentrations et les aménagements commerciaux, nous devons les traiter en temps contraint. D'ailleurs, ce sont des délais qui sont beaucoup plus courts de traitement qui nous sont imposés, qui sont beaucoup plus courts que les délais que peuvent avoir l'autorité de la Nouvelle-Calédonie ou même l'autorité de l'Hexagone et du reste des DROM, que j'appellerai ADLC pour que ce soit plus facile. Donc, oui, parce qu'il faut préciser que l'instruction des dossiers contentieux, donc entente et abus de position dominante, en ce qui concerne la détection et l'instruction des dossiers plus la formation de jugement, ça requiert un temps beaucoup plus long, en moyenne minimum 2 ans de traitement. Mais à chaque fois qu'on reçoit d'autres dossiers, donc, tels que ceux que je viens de citer, on est obligé de demander au rapporteur d'arrêter l'instruction des dossiers de pratiques anticoncurrentielles pour se consacrer à ces dossiers qu'il faut traiter en temps contraint. Voilà, je pense que j'ai fait passer le message. Question numéro 2. Donc, votre deuxième question portait sur les principaux facteurs de formation des prix sur les produits du quotidien. Et notamment, la question était de savoir quels étaient les facteurs qui pouvaient expliquer les écarts de prix avec l'Hexagone ou avec d'autres territoires ultramarins. Alors, c'est vrai que compte tenu de l'étroitesse des marchés et de l'éloignement des territoires, ces 2 facteurs peuvent expliquer un écart de prix avec l'Hexagone, avec la métropole. Maintenant, la question, pour moi, c'est vraiment de savoir si ces facteurs suffisent à expliquer l'ampleur de cet écart de prix. Ce qui est intéressant, c'est que quand on décompose le prix de vente final, donc le prix qui est appliqué au consommateur, on constate que le prix d'achat initial, donc la part du prix d'achat initial d'un produit ne représente en moyenne que 27% de son prix final. Les coûts d'approche, donc ce qu'on qualifie de transport et ce qui constitue le transport et la logistique, ça constitue environ 8% donc, de la composition de ce prix final. Pareil pour les droits et taxes liés à l'importation, qui représentent également 8%. Concernant la TVA, donc en Polynésie, on a 3 taux, 5%, 13% et 16%. Mais de fait, on peut dire que le taux moyen est aujourd'hui inférieur à 10%. Donc, quand on fait le décompte, on se rend compte qu'on a 44% de la composition du prix final payé par le consommateur qui n'est explicable que par la constitution de la marge commerciale des distributeurs. Et en ceci, donc, j'inclus les importateurs grossistes et les détaillants. Donc, on peut dire qu'au-delà des coûts liés à l'éloignement, qui sont souvent mis en avant, il ressort vraiment de notre analyse que ce sont bien les marges appliquées à chaque étape de la chaîne de distribution qui contribuent fortement à la vie chère en Polynésie française. C'est le même constat qui s'applique à beaucoup de produits locaux qui bénéficient de mesures de protection. Donc, une des explications, l'explication la plus plausible, tient à la forte concentration des acteurs sur le territoire, et également au niveau très élevé de la concentration verticale de ces acteurs. Mais sur le niveau de concentration verticale, j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard dans mon propos, parce qu'en réponse à une question spécifique qui m'a été posée sur ce sujet-là.
La troisième question concernait les 3 réformes prioritaires à mettre en œuvre pour faire baisser structurellement les prix. Alors, si l'autorité donc devait retenir et mettre en avant 3 propositions principales, étant donné que chaque territoire est confronté à des problématiques spécifiques, je peux dire que parmi ces 3 réformes prioritaires, celle qui ressortirait, donc ça serait tout d'abord la suppression des droits exclusifs d'importation. Donc, je rappelle que nous sommes le seul territoire à ne plus disposer en fait de cet outil depuis 2018, alors que le reste des Outre-mer, donc les DROM et également la Nouvelle-Calédonie, disposent encore de ce dispositif qui est appliqué et qui a prouvé ses effets. La deuxième réforme consisterait à supprimer en fait les barrières que constituent les interdictions, les quotas et autres taxes protectionnistes. Et la troisième mesure concernerait vraiment la nécessaire transparence. Donc, il faudra adopter en fait des nouvelles obligations déclaratives et de transparence à faire peser sur les groupes intégrant des activités d'import et de distribution. Et ça, pareil, on y reviendra parce que je crois que c'est la question numéro 8 qui porte spécifiquement là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui nous pénalise parce que notamment, on n'a pas de données sur la composition des marges. Donc, pour pouvoir réconcilier les marges, on aurait besoin de ces données-là. Et si vous me permettez de rajouter une 4e mesure, ce serait de renforcer peut-être les échanges régionaux. Donc, en effet, on constate que, comme pour le reste des DROM, les importations en provenance de l'Union européenne et de la France hexagonale représentent encore plus de 40% du total des importations. Alors, je tiens à préciser, à rappeler évidemment que chaque territoire est confronté à des problématiques spécifiques. Donc, il faut penser des solutions et des mesures adaptées à chaque sujet. Et nous, compte tenu des moyens limités que nous avons, on a réalisé certaines analyses, notamment un avis en 2019 sur les mécanismes d'importation qui comportent certains éléments et dont les constats sont toujours valables. On essaie aussi de penser d'autres initiatives. Et à ce propos, donc, on a créé un réseau d'experts internationaux qui s'appelle ISLE, ISLE, composé donc d'experts qui œuvrent bénévolement, donc pro bono, pour le développement et la concurrence dans les territoires insulaires et les petites économies de marché. Et plus généralement, donc, les membres de ce réseau travaillent à trouver des solutions adaptées aux spécificités de chaque territoire confronté à des handicaps structurels. Et donc, c'est intéressant de pouvoir comparer leurs travaux avec nos analyses pour la Polynésie française. On voit qu'on aboutit au même constat et à peu près aux mêmes mesures. La 4e question qui m'a été posée concerne les éléments de comparaison et les éventuels contacts que nous pouvons avoir avec les autorités de la concurrence des pays homologues, c'est-à-dire situés dans le Pacifique. À ce sujet, donc, nous avons toujours travaillé très étroitement avec l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Donc, pour information, donc, je suis membre non permanent de leur collège, qui correspond à la formation de jugement en fait, de l'autorité de la Nouvelle-Calédonie. Et nous avons aussi des liens très étroits et de coopération avec la DLC, donc l'autorité de l'Hexagone. Et nous accueillons au sein de notre propre collège, donc de notre propre formation de décision, un vice-président de la DLC. Alors, le président Reuterer et moi-même échangeons très régulièrement. Il nous arrive aussi de coopérer sur des dossiers, dès lors que nos 2 territoires, par exemple, dès lors qu'on reçoit des dossiers qui peuvent produire des effets sur les 2 territoires. On organise également régulièrement des formations en visio qui bénéficient à l'ensemble de nos équipes. Et on entretient, comme je disais, des liens très étroits avec la DLC, notamment avec leurs référents, on va dire, outre-mer. Donc, on essaie de comparer aussi les analyses, les échanges de bonnes pratiques. Et nous avons un accord de coopération renforcé avec la DLC qui nous permet de bénéficier de certains moyens techniques. Donc, notamment, on bénéficie des formations qui sont mises en place par la DLC et qui sont de très bon niveau.
Et ils nous mettent aussi à disposition des solutions informatiques pour assurer notamment les services de greffe, par exemple. Plus récemment, ça c'est une initiative qui est très intéressante et qui porte ses fruits. Nous avons initié une coopération plus étroite avec toutes les autorités de concurrence des îles du Pacifique Sud, avec la création, il y a un peu moins de 2 ans, d'un réseau donc, de toutes ces autorités. Ce réseau s'appelle PINCER, P-I-N-C-C-E-R, et il regroupe tous les territoires insulaires du Pacifique. Donc, on échange en visio au moins une fois par mois sur les sujets de gouvernance des autorités, des principes de procédure, etc. Il y a un niveau assez hétérogène entre les différents territoires sur, on va dire, l'avancée du droit de la concurrence dans ces pays. Donc, certains sont déjà dotés de droit de la concurrence, mais n'ont pas encore d'autorité de concurrence. Et donc, on échange entre nous aussi pour voir quelles sont les solutions en termes aussi de gouvernance qui fonctionnent, là où ça fonctionne un peu moins bien, comment changer les choses, etc. Et récemment, on a commencé à échanger sur les problèmes de vie chère. Mais on n'a pas encore abouti. Donc, ils sont très intéressés par l'avancée des travaux qui sont réalisés par votre délégation, qui est par aussi les auditions, les rapports d'enquête qui ont été réalisés par l'Assemblée nationale. Et ils sont très intéressés par on va dire toutes les productions de la Polynésie française à ce sujet, qui vont permettre aussi de leur servir un peu de baromètre. Parce que ce qu'on a pu constater par contre, c'est que si on n'a pas encore travaillé sur des solutions, on a les mêmes problèmes et les mêmes causes, y compris dans des territoires, des économies plus vastes comme la Nouvelle-Zélande, même en Australie, parce que l'Australie nous expliquait que finalement, eux, nous, on a les archipels éloignés, mais eux ont un désert en fait entre les villes qui sont denses et puis les villes beaucoup moins denses, très éloignées aussi. Donc, il y a les mêmes types de problématiques, donc c'est très intéressant. Bon, alors évidemment, c'est un réseau qui est encore jeune et en formation, et c'est en cours de formalisation, mais je pense que c'est prometteur parce que pour moi, c'est essentiel de pouvoir échanger, comparer les difficultés rencontrées, éviter de refaire des rapports qui peut-être ont déjà été faits. Il faut en fait capitaliser sur ce qui a déjà été fait pour pouvoir avancer et avancer beaucoup plus vite. Voilà. Peut-être une information intéressante, c'est l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Zélande qui a produit récemment une étude sur la vie chère dans ce qu'ils appellent, en termes de distribution, c'est le grocery sector. Et les constats, donc comme je disais, les constats qui sont détaillés sont identiques aux nôtres. S'agissant de la 5e question qui portait sur l'existence en Polynésie française de législation comparable à celle en vigueur dans les DROM, concernant notamment les prix administrés. Alors, je parle peut-être sous le contrôle du sénateur Aufrich, mais nous n'avons pas d'OPMR en Polynésie française. Nous n'avons pas de pouvoir de contrôle et de régulation renforcés, et nous n'avons plus l'interdiction des droits exclusifs d'importation. S'agissant maintenant des mesures de prix administrés, je résumerai peut-être la situation en citant qu'il y a plusieurs dispositifs qui existent en Polynésie. Nous avons ce qu'on appelle les produits de première nécessité, donc les PPN, et les produits de grande consommation, PGC, qui font l'objet d'une réglementation. Donc, les produits concernés, ce sont des produits et services nécessaires à la vie courante des ménages, dont les prix sont encadrés par cette réglementation. Soit donc en fixant un prix plafond. Par exemple, la baguette de pain est fixée à 60 francs, ce qui fait à peu près environ 50 centimes d'euros. Soit en réglementant la marge maximale applicable en valeur absolue, soit en réglementant toujours la marge maximale, mais en valeur relative. Donc, je pourrais aussi compléter en disant que ces PPN et PGC sont dans leur très grande majorité exonérés de TVA et de droits et taxes d'importation. Donc, ces mesures de prix administrés ont un effet. Donc, on a eu l'occasion de produire pas mal d'analyses et d'avis à l'autorité, et on a constaté que leur effet était assez limité et que surtout, ça pouvait engendrer des effets pervers. Notamment, par exemple, quand vous bloquez la marge en valeur absolue, vous incitez à acheter à moindre qualité. Si vous la bloquez en pourcentage, à l'inverse, ça va inciter à acheter beaucoup plus cher.
D'autre part, ce qu'on a constaté aussi, c'est que ces dispositifs peuvent nécessiter une ressource budgétaire conséquente. Donc, en fait, ce qu'on va retrouver d'un côté, ben, on va le perdre de l'autre. Donc, à quel prix? Et à titre d'exemple, le prix de la baguette de pain donc, bloquée s'explique par le niveau de subvention de la farine. Et on a eu l'information selon laquelle ça coûterait au pays et au territoire 8 millions d'euros par an. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Ensuite, si je passe à la sixième question, la sixième question concerne l'état d'une concurrence donc insuffisante et des marges trop importantes, notamment. Alors, je dirais qu'en réalité, les marges trop importantes, pour moi, sont une conséquence d'une concurrence insuffisante. Le problème fondamental, et on y revient encore une fois, c'est la transparence. Donc, on ne dispose pas de données sur le niveau des marges arrière pratiquées par les acteurs sur le territoire, ni sur l'éventuelle répercussion sur le prix appliqué aux consommateurs. Je m'explique. Donc, les marges arrière permettent aux distributeurs d'obtenir des remises supplémentaires, des ristournes supplémentaires sur les prix des produits. Si ces économies sont redistribuées en partie aux consommateurs par une baisse du prix de vente, et c'est souvent le cas en situation concurrentielle, puisque les distributeurs ont intérêt aussi à faire jouer la concurrence par les prix, ça a un côté bénéfique. Ce qu'il faudrait mesurer, c'est d'abord quel est le niveau de ces marges arrière et est-ce qu'une partie est redistribuée en fait aux consommateurs par la baisse du prix de revente. Ça, c'est pas sûr. Il faut également davantage de transparence et de manière plus importante à mon sens sur les prix de transfert intragroupe. Donc en Polynésie, on observe une forte concentration verticale des acteurs, notamment dans le secteur de la distribution alimentaire. Et nous n'avons pas de visibilité sur les marges intragroupe. Donc si je devais résumer, je dirais qu'un groupe qui est à la fois importateur, centrale d'achat, distributeur, détaillant, va s'acheter à lui-même en fait les produits. Et à chaque fois qu'il va s'acheter à lui-même les produits, il va prendre une marge. Et donc, si on lui demande la marge réalisée par l'entité qui revend le produit au consommateur, on va nous sortir la dernière marge qui ne va pas correspondre au cumul de marges et donc à ce qui a effectivement été en fait acquis par le groupe intégré. Et c'est ça qu'il faudrait réussir en fait à identifier. La septième question portait sur le niveau de concentration verticale. Bon, ça, donc je pense que je viens d'apporter un éclairage. Ensuite, sur la publication des comptes et les profits excessifs, donc la huitième question. Eh bien, alors, en Polynésie, comme en France hexagonale, les entreprises sont tenues par le Code de commerce local de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce. Mais comme en France hexagonale, les sanctions ne sont ni dissuasives, ni réellement appliquées. Sur la question des profits excessifs, par contre, en fait, comme il n'existe pas de définition légale, je vais rejoindre en ce sens le propos qui vous a été tenu lors de son audition par monsieur le rapporteur général de l'ADLC. On ne peut pas, nous, en tant qu'autorité de concurrence, qui sommes une juridiction, en fait, on ne peut pas se prononcer sur le caractère excessif ou non d'un profit. S'agissant de la question numéro 9 qui porte sur les autres pistes de solutions, la question numéro 9 donc, concernait les taxes à la consommation ou sur les importations en Polynésie française, et notamment le fait de savoir si l'octroi de mer avait un équivalent. Alors, le régime de droits et taxes d'entrée en Polynésie s'explique par l'histoire récente du territoire. Donc, la fiscalité polynésienne repose essentiellement sur des droits indirects, donc sur la consommation. Donc, ça s'explique aussi bien par l'histoire que par la dispersion spatiale de la population. Concernant l'octroi de mer, donc nous avons ce qu'on pourrait considérer comme équivalent, bien que ça n'alimente pas, en fait, ça ne participe pas à financer les collectivités. Donc, nous avons une taxe de développement local, qu'on appelle TDL,
Cette TDL consiste en une mesure protectionniste qui est introduite, qui avait été introduite initialement pour une période de transition dans le cadre de la mise en place de la TVA en Polynésie. La TDL est une taxe imposée sur une large gamme de biens importés, avec pour objectif affiché de favoriser la production locale en rendant les produits importés plus chers. Cette taxe, donc cette TDL sur les importations, alourdit le coût des produits sans améliorer la compétitivité locale. Donc ça ressort aussi d'une analyse, de plusieurs analyses que l'autorité de la concurrence a pu réaliser spécifiquement sur la TDL. Et les recommandations, en fait, ont toujours été les mêmes. En pratique, pour l'autorité, donc, elle profite essentiellement aux importateurs et aux producteurs qui sont déjà établis et leur offre une protection contre la concurrence extérieure sans pour autant garantir une baisse des prix ou une amélioration de la qualité des produits locaux. De plus, donc, l'effet inflationniste de cette taxe se répercute directement sur les consommateurs qui doivent en plus supporter des prix plus élevés sans réel bénéfice pour l'économie polynésienne, puisqu'il n'y a pas non plus de contrepartie ou de vérification on va dire, du caractère bénéfique sur l'emploi local, de l'effet sur l'emploi local. Donc, elle touche des gammes de produits qui n'ont pas d'équivalents locaux ou elle protège des biens pour lesquels la valeur ajoutée locale est très faible. Je parle ici des activités de conditionnement, par exemple, ou d'assemblage. Donc, comme je l'ai dit, il n'existe aucune garantie que cette taxe favorise réellement la création et le maintien des emplois locaux, parce que les entreprises protégées par la TDL ne sont pas soumises à des obligations ou à des contreparties en matière d'embauche ou de maintien des effectifs. Donc ça, à de nombreuses reprises, parmi les recommandations de l'autorité polynésienne de la concurrence, c'était aussi d'assortir, soit de réviser cette TDL et au minimum de l'assortir de contreparties et de vérifier, de contrôler ces contreparties, leur réalisation. Donc en fait, si l'instauration d'une taxe protectionniste, ça peut se justifier dans une phase de lancement. Donc pour l'autorité, en phase de lancement, on peut imaginer ce dispositif pour pouvoir protéger l'entreprise qui cherchera à se lancer sur le territoire, puisque l'objectif serait d'assurer plus de concurrence sur le territoire. Par contre, elle doit être nécessairement limitée dans le temps et elle doit être d'un niveau raisonnable pour éviter les phénomènes de rente qu'on peut constater. La 10e et dernière question portait sur la production locale et les produits de grande consommation. Et votre question était de savoir si ça peut être un levier de lutte contre la vie chère. Alors, dans les nombreux avis aussi qui ont été produits par l'autorité, on se prononce là-dessus et on considère effectivement que la production locale peut être un levier de lutte contre la vie chère. Par contre, comme il ne suffit pas de le décréter, ça implique de structurer des filières, d'identifier des acteurs et de réfléchir à des business plans. Donc, ça ne relève pas pour nous seulement de la seule volonté politique. Et les pouvoirs publics peuvent agir sur l'aménagement du territoire et la création d'un cadre propice à l'investissement. Mais ensuite, il faut une réelle dynamique des acteurs locaux également. Voilà. Et j'en aurais terminé avec mon propos liminaire qui consistait à répondre en fait aux questions posées. Merci beaucoup pour cette réponse très complète au questionnaire. Alors, sans plus attendre, ce que je propose, c'est de passer la parole à mes collègues, puisqu'on va avancer effectivement sur ces sujets. Peut-être Madame Artigala, Viviane, si tu veux bien commencer, puis Jocelyne Guidez ensuite, et puis Gérard Pommier éventuellement ensuite. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup vraiment, Madame. Donc Viviane Artigala, sénatrice des Hautes-Pyrénées, donc pas ultramarine. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention très pédagogique et très intéressante. Vraiment, ça nous a permis de voir un certain dispositif spécifique à la Polynésie et c'est très utile pour nous. Moi, j'avais donc, et puis vous avez répondu à toutes les questions qu'on vous avait posées. Donc, mais moi, j'avais quand même une petite question développée sur la taxe de développement local, parce que bon, j'ai bien compris le mécanisme, mais qui c'est qui la touche cette taxe
et à qui elle est reversée, elle est reversée après, parce que là, c'est vrai qu'on voit bien que finalement, elle alourdit les coûts, vous nous dites, et puis sans produire un effet ni sur la production locale, ni sur l'économie locale. Donc, où est-ce qu'elle va? Qui c'est qui la touche? Où est-ce qu'elle va et comment? Puisque c'est pas les collectivités non plus, vous me dites. Donc, qui c'est que... Voilà ma question. Alors, là, il faudrait que je vérifie. Mais là, je peux peut-être aussi parler, j'en profite que le sénateur Hofride soit également avec nous. Je vérifierai, mais à ma connaissance, la taxe est perçue par le pays. Donc, ça va dans le budget du pays. C'est recouvré par le pays. En revanche, de manière indirecte, ça va profiter aux entreprises qui n'ont pas à la payer. Alors, la TDL, c'est soit des interdictions d'importation, soit des taxes plus élevées donc à l'importation de certains produits qui rendent l'importation, enfin, c'est assez rédhibitoire. Donc, ça profite indirectement aux entreprises qui n'ont pas à payer cette taxe-là, et ça crée en fait un effet pervers que l'on appelle communément un effet de rente pour ces entreprises. Madame Guidez. Merci, Président. Je rejoins ma collègue pour vous dire que vous étiez très, très pédagogue. Franchement, c'était très agréable et vous avez répondu à toutes les questions et c'était plutôt très clair. Donc, je vous en remercie. Moi, je vais revenir sur les produits locaux. Par exemple, si on revient à la vie très chère en Martinique, ce que l'on peut remarquer, c'est que les produits locaux sont aussi chers que dans les grandes surfaces. Alors qu'on s'attend plutôt à ce que ça soit moins cher, puisque c'est local. Et voilà. Donc, à ce niveau-là, du coup, tout le monde râle. Même les Antillais râlent après ceux qui vendent leurs produits locaux, etc. Est-ce que vous avez remarqué exactement la même chose chez vous? Alors, oui, alors, comment dire? Les produits sont globalement plus chers. Donc, on a cet écart de prix sur quasiment tous les produits. À ma connaissance, je n'ai pas le tableau de l'ISPF devant moi, mais pour certains produits locaux, ce n'est pas le cas. Donc, en Polynésie, ça ne va pas être le cas sur tous les produits locaux. En revanche, on le constate quand même sur certains produits et certaines productions locales, et notamment chez celles qui bénéficient de cette fameuse TDL, où on peut retrouver des produits qui sont fabriqués, donc qui sont produits localement en Polynésie, que vous allez acheter plus cher en Polynésie qu'en France hexagonale, par exemple. Donc ça, c'est un des effets pervers classiques de la TDL. Alors, vous voyez, par exemple, à la Martinique, quand vous allez sur le marché, tout est à 5 €. Que ce soit les tomates, que ce soit les concombres, que ce soit voilà, tous les produits locaux, 5 €. Voilà. Et parfois, c'est quand même très cher par rapport à, je dirais, aux produits. Alors, ça peut aussi s'expliquer par le fait que ces produits locaux sont écoulés par les mêmes groupes en fait, de distribution, qui sont aussi importateurs. Et on revient toujours au même problème d'une concurrence en fait, insuffisante. Quel que soit en fait, le produit qui est importé sur le territoire, même le produit importé qui va, on va dire, coûter un peu plus cher à l'importateur, s'il n'y a pas de concurrence et si le groupe est très intégré, on va se retrouver avec un écart de prix très élevé. Et que ce distributeur ou que ce groupe achète à l'extérieur ou sur le territoire même, sans concurrence, il n'y aura pas d'incitation en fait à baisser le prix ou à répercuter d'éventuelles économies d'échelle ou éventuellement un prix d'achat plus bas sur le prix de vente au consommateur. La clé, et ça, c'est un constat qui est partagé et qui souffre aucune critique, c'est vraiment, le manque de concurrence. Alors, j'en profite pour dire que c'est vrai que dans les petites économies, dans les économies, on va dire, étroites, quand les marchés sont étroits, on ne peut pas avoir, et on n'aurait même pas intérêt à avoir une multitude d'acteurs. Parce que pour pouvoir produire des économies d'échelle et vendre moins cher, il faut atteindre une taille conséquente. Donc, il faut être suffisamment gros. En fait, pour le dire trivialement, il faut être suffisamment gros pour pouvoir acheter pas cher
et revendre pas trop cher. Surtout quand on est loin, qu'il y a les coûts d'éloignement, etc., etc. Maintenant, pour pouvoir revendre pas cher, il faut être incité à le faire. Et cette incitation, c'est la concurrence. Parce que sinon, vous allez acheter, vous allez être grossir. Comme vous allez avoir une puissance d'achat importante, vous allez pouvoir acheter moins cher. Mais si vous n'avez pas de concurrence, si vous n'êtes pas incité à répercuter les économies de prix sur le prix de revente au consommateur, vous allez aussi revendre très cher. Et donc, c'est là où on se retrouve avec un problème. Donc, en fait, nos économies cumulent les complexités du droit de la concurrence parce que on a des acteurs qui ont des tailles conséquentes, mais il faut qu'elles aient une taille conséquente. Maintenant, on doit rester sur la ligne de crête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop gros parce que sinon, ça ne marche pas, mais il ne faut pas non plus être trop petit avec une multitude d'acteurs parce que sinon, ça ne marche pas. Par contre, moi, l'argument qu'on m'avance souvent, de dire le marché est trop petit, il y a de la place que pour un ou que pour deux ou que pour des oligopoles, on a vu que très souvent, ce n'était pas le cas. Et puis, j'ai envie de dire aussi que quand bien même ça serait le cas, même s'il y a de la place que pour deux, quand il y a de la concurrence, eh ben, ça veut dire que peut-être qu'il y aura un renouvellement de ces acteurs-là. Et quand il y a un renouvellement, ça veut dire qu'on a intérêt, on veut garder sa position. Et donc, on continue d'être compétitif sur les prix, sur la qualité des produits, on continue à innover, etc. Si on installe en fait des mesures qui sont là pour protéger les acteurs locaux et à force, je pense que ça s'est installé dans le temps aussi, toutes ces barrières ont fait que l'économie est figée. On n'a plus cette émulation, on n'a plus ces incitations. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, c'est très clair, parce qu'en fin de compte, moi, quand je vais sur le marché du diamant, c'est exactement les mêmes marchands, alors c'est à peu près une dizaine, mais sauf qu'ils s'entendent entre eux pour vendre exactement au même prix. Alors ça, c'est autre chose. Ça, par contre, c'est une pratique anticoncurrentielle, c'est une infraction. Donc là, il faudrait que, effectivement, ça serait un dossier à monter par l'autorité. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Madame Artigalas et ensuite oui, peut-être M. Pomier. J'ai deux nouvelles questions, ou peut-être trois. On nous a dit, par exemple, dans d'autres départements, que le fait que les fonctionnaires aient une rémunération importante, que les prix se basaient souvent sur le niveau de vie des fonctionnaires. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi ? Et puis sur la compétence de l'autorité en matière d'aménagement commercial. Vous avez dit que vous travailliez avec la Nouvelle-Calédonie, que vous étiez compétent aussi sur la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que j'ai bien compris ou non, c'est juste une coopération ? Et puis, est-ce que c'est réellement efficace et est-ce que le seuil de 300 mètres carrés est pertinent ? C'est-à-dire, est-ce que vous autorisez, est-ce que quand c'est en dessous de 300 mètres carrés, vous n'avez pas d'avis à donner ? Mais est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour des aménagements au-dessus de 300 mètres carrés ? Est-ce que vous les autorisez parce que ça peut favoriser la concurrence aussi ? Comment ça, un peu plus de précision sur ce sujet. Merci oui, beaucoup. Et une troisième question sur la transparence, sur la concentration verticale. En fait, on comprend que quand il y a un groupe, finalement, normalement, il ne devrait pas y avoir d'intermédiaires, mais il y a quand même comme s'il y avait des intermédiaires à chaque étape de la distribution. Donc, comment faire pour lutter contre ça, finalement, aussi ? Alors, ça fait beaucoup de questions, mais je vais essayer de toutes les retenir. Donc, sur votre première question qui concerne l'indexation des salaires des fonctionnaires, ça a été identifié comme un des facteurs, effectivement, qui contribue à des niveaux de prix plus élevés, puisqu'il y a certains consommateurs qui peuvent se payer aussi, mais c'est toujours pareil. Il y a certains, quand même, même si vous avez des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat plus élevé, s'il y a de la concurrence, il y aura quand même, on n'observerait pas cet écart de prix, dans ce différentiel. Ensuite, c'est certain, il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que ça y contribue aussi. Et je sais que la Polynésie a pris des mesures pour limiter ce qu'on appelle l'indexation des salaires des fonctionnaires. Donc ça ferait partie peut-être des mesures. Là, après, je sors de mes compétences. Mais je sais que c'est un sujet qui est examiné par la Polynésie. S'agissant de l'autorité de la Nouvelle-Calédonie, alors non, on n'est pas du tout compétent en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie
a son droit de la concurrence qui lui est propre et son autorité de concurrence qui lui est propre. Et d'ailleurs, je crois que vous allez entendre juste après moi le président Reuterer, qui est le président de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est intéressant parce que la Calédonie, même si on partage les mêmes constats hein, sur la vie chère et peut-être sur les pistes de solutions, et les pistes de solutions vont quand même un petit peu différer parce lui aura un regard qui sera plus axé, adapté en fait au contexte économique local. Ce que je disais juste, c'est qu'on a une coopération renforcée avec eux. Et donc, récemment, l'année dernière, donc, j'ai eu l'honneur d'être nommée comme membre non permanent du collège de l'autorité de la Nouvelle-Calédonie, ce qui fait que je siège dans leur formation de jugement. Et c'est intéressant pour nous parce que et pour eux aussi, parce que moi, ça me permet de voir quels sont les challenges, en fait, les difficultés qui sont rencontrées, les types de dossiers qui sont traités, comment ils les traitent. Et on échange aussi beaucoup à cette occasion-là sur les analyses, que ce soit économiques ou juridiques. Donc, ça permet d'élargir un petit peu le champ de vision et le niveau de compétence et d'expertise aussi, à la fois de l'autorité polynésienne et de l'autorité calédonienne. Sur les seuils, oui, parce que et sur les aménagements commerciaux, ce que je disais, c'était que cette compétence, donc ce contrôle des aménagements commerciaux, n'existe pas en France hexagonale ou dans les DROM. Donc, ce n'est pas une compétence de la DLC. Par contre, c'est une compétence qui est dévolue à l'autorité polynésienne et aussi à l'autorité calédonienne. Et donc, on s'entraide aussi, on essaie d'échanger les points de vue sur le test de concurrence à remplir, le niveau, par exemple, de preuves requis de la part des autorités pour respecter aussi les droits de la défense, etc. Et pour démontrer à suffisance de preuves qu'il pourrait y avoir une préoccupation de concurrence ou une atteinte à la concurrence. Sur la pertinence du seuil 300 mètres carrés, je ne me suis pas penchée sur la question, mais je dirais qu'il ne faudrait pas moins, parce qu'on a déjà pas mal de demandes et de dossiers. Et comme je le disais tout à l'heure, étant donné qu'on a des moyens qui sont très restreints, quand vous avez des dossiers, même si ce sont des dossiers, donc on a mis en place maintenant des procédures simplifiées pour aller plus vite, mais dès qu'on a un dossier, par exemple, même de changement d'enseigne, on est quand même obligé de l'instruire. Donc, il y a une notification, il y a un dossier de notification qui est produit par les entreprises et on doit instruire le dossier. Et donc, ça nous prend, c'est assez chronophage. Maintenant, sur l'efficacité, moi, je pense que compte tenu de l'étroitesse des marchés, c'est un outil dont il ne faut pas priver la Polynésie ou la Calédonie. Ça permet, alors peut-être qu'il faudrait, je pense qu'il est perfectible parce que dans la manière dont il est rédigé, comme on doit faire appel à, on va dire, au test de concurrence classique, et ça c'est un autre sujet parce que je serais d'avis qu'il faudrait un petit peu repenser le droit de la concurrence pour les petits territoires, et notamment certains seuils qui seraient à revoir, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ça permet quand même d'avoir un contrôle préventif. Et alors la Calédonie a été amenée à interdire en fait pas mal plus d'implantations de surface commerciale que la Polynésie. Nous, on l'a quand même mis en œuvre notamment pour interdire l'implantation d'un supermarché. Le test qui nous est demandé, c'est une atteinte excessive, une atteinte à la concurrence. Donc, ce qui est compliqué, c'est que, mais je ne veux pas être trop technique, mais en gros, quand vous ouvrez un magasin, intuitivement, on peut dire que ça rajoute de la concurrence. Sauf que quand c'est un opérateur qui est en position dominante qui ouvre un magasin, s'il ouvre un gros magasin à côté de tout petits magasins, là, est-ce qu'on ne peut pas anticiper peut-être la fermeture de ces magasins à moyen ou long terme, ce qui ferait qu'on passerait de 3 ou 4 acteurs à 1 ou 2. Donc là, quand on a suffisamment de preuves pour dire qu'il y a un vrai risque d'atteinte à la concurrence, on est à même d'interdire ce genre d'opération. Donc, on s'en est servi pour interdire une seule fois. Par contre, on s'en est servi à plusieurs reprises pour demander des engagements. Donc, on autorise sous réserve de ne pas traiter de manière discriminatoire les concurrents, notamment quand l'implantation d'un magasin se fait de la part d'un grand groupe qui est aussi
fournisseur, donc qui sert aussi de centrale d'achat pour les magasins concurrents qui sont installés à côté. Donc, ça, pour moi, ça a une utilité. Ensuite, sur la concentration verticale, le problème, c'est que ces groupes, donc, comme je viens de dire, sont intégrés, mais ils ont quand même des entités. Alors d'abord, pour leur propre organisation interne, il faut avoir des entités, des entreprises distinctes. Ça fait partie de la bonne gestion de l'entreprise. Ensuite, très souvent, vous avez des groupes qui servent aussi, comme je disais, de centrales d'achat ou de fournisseurs pour les concurrents. Donc, il faut aussi de la comptabilité séparée, etc. Donc, pour moi, c'est pas... alors, il ne faut pas qu'il y ait trop d'intermédiaires. Si les intermédiaires sont multipliés de manière fictive pour multiplier les marges, évidemment, ça, c'est pas bon. Par contre, ce n'est pas dans tous les cas incongru d'avoir en fait plusieurs intermédiaires à l'intérieur de même groupe, puisqu'ils n'ont pas la même activité, ils ne remplissent pas les mêmes activités. Ensuite, le problème, c'est le niveau de marge qui va être pris, donc les fameux prix de transfert intra-groupe. Merci beaucoup et merci de vous prêter au jeu des questions-réponses qui sont très nourries. Vous voyez tout l'intérêt que la délégation porte sur notre territoire. Je vais passer la parole à Monsieur Pommier. Gérard. Oui, merci Monsieur le Président. Madame, je vous remercie pour cet exposé extrêmement clair et qui nous en apprend beaucoup. Ce que j'en retiens, c'est que l'étroitesse des marchés et les problèmes de rentabilité qui en découlent limitent de fait la concurrence et renforcent la concentration des acteurs avec ce que vous appelez effectivement le manque de transparence. Et ces questions de marge. J'étais très frappé par l'exemple que vous avez donné en disant que sur le produit final payé par le consommateur, environ 30 et quelques %, c'est le prix du produit, mais que les marges, c'est 44%. Et moi, je serais très intéressé que la délégation puisse avoir un petit tableau par territoire pour avoir un petit peu, est-ce que ce sont des écarts spécifiques à la Polynésie ou est-ce que, grosso modo, ça se retrouve un peu partout? Parce qu'au final, pour moi, ça pose un problème. C'est qu'on assiste de fait, sans employer le mot, à des formes d'oligarchie économique. Et la question que je me pose en tant que législateur, c'est qu'est-ce qui relève du législateur, du législatif et du réglementaire? Car je pense que beaucoup de choses pourraient peut-être aussi être faites au niveau réglementaire, parce que quand vous décrivez cette situation, on a le sentiment qu'il y a beaucoup à faire, et pas seulement au niveau du législatif, comme on l'a encore vu hier soir. Merci. Très bien. Je ne sais pas si Madame la Présidente souhaitait réagir par rapport à ce constat. Sur le réglementaire. En sachant que là, en Polynésie, nous sommes sur compétences polynésiennes. Ça sortirait de mon champ de compétences. Très bien. Peut-être une dernière question, puisqu'il nous reste 5 minutes, si vous me le permettez. Et puis, je voudrais juste compléter. Alors, je sors un peu de mon rôle de président de notre discussion aujourd'hui, mais effectivement, la TDL est une recette perçue par le budget de la Polynésie française. Je crois qu'il y a un peu plus de 2 milliards annuels, ce qui fait à peu près 16 millions d'euros. Et il faudrait rappeler aussi que la Polynésie française, parce qu'il y a un système de financement des communes un peu particulier, puisqu'elle reverse 17% de l'ensemble de sa fiscalité perçue aux communes, qui par ce biais-là, au travers du fonds intercommunal de péréquation. Mais je m'arrêterai là et je ferme la parenthèse du sénateur de Polynésie pour reprendre nos discussions. J'ai peut-être une dernière question à vous poser, question un peu ouverte sur les réflexions et la manière dont les réflexions peuvent être menées à l'avenir sur l'évolution du droit de la concurrence en Polynésie française. Est-ce que vous travaillez avec l'université? Est-ce qu'il y a, avec le gouvernement aujourd'hui, des ateliers d'ouvert ou des réflexions ouvertes? Comment voyez-vous les choses d'un point de vue à la fois sur l'organisation de cette réflexion et sur éventuellement un calendrier que vous envisageriez utile à cette cause de la concurrence en Polynésie française? Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je ne vous cache pas que oui, pour moi, c'est un sujet sur lequel on devrait vraiment se pencher de manière très sérieuse. J'ai commencé en fait à initier des discussions avec une professeure qui est professeure de droit de la concurrence et économiste à l'université de Haïfa en Israël, qui s'appelle Michal Gal, je pense à ma connaissance, c'est la seule qui est spécialiste en fait des petites économies, de droit de la concurrence appliqué aux petites économies. Elle a écrit sa thèse là-dessus, qui est un bouquin qui est remarquable. Et puis donc, il y a eu les événements en Israël qui a fait qu'on a arrêté, ça n'a pas perduré. Il faudrait que je réinitie ça. Ça serait effectivement très intéressant d'associer les universitaires de l'UPF, donc de l'Université de la Polynésie également,
Maintenant, c'est vrai que pour moi, l'urgence, ça serait déjà de toiletter, de réformer le code de la concurrence polynésien. Donc j'essaie parce que donc au risque de me répéter, on a des moyens qui sont très restreints. On a de plus en plus de dossiers. On a maintenant des contentieux parce qu'on a des décisions qui sont attaquées devant les juridictions nationales. Et on a des problèmes, en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des problèmes de fonctionnement, notamment des incohérences dans les délais. Par exemple, pour ne citer qu'un exemple, on a des délais, les tiers disposent de délais plus longs selon le code de la concurrence pour formuler des observations sur les projets de concentration que l'autorité n'en a pour rendre sa décision. Donc ça pose, au-delà de l'incohérence, ça pose des gros problèmes juridiques, de sécurité juridique aussi des décisions. Je pense que c'est le fruit donc, des modifications successives parce que bon, ça a dû passer à la trappe. Donc voilà, donc on a listé tous ces éléments qu'il faudrait en fait ajuster pour pallier au manque de moyens aussi. Parce que je comprends qu'on doit contribuer aussi à l'effort qui est réalisé par la Polynésie, donc d'économie. J'aimerais aussi, par exemple, allonger la durée de traitement de certains dossiers, donc des 3 compétences que j'ai citées, donc concentration, avis et puis aménagement commerciaux, parce que ça permettrait à nos services d'instruction de mieux s'organiser et surtout, par exemple, de sanctuariser un rapporteur sur le traitement des dossiers de pratiques anticoncurrentielles. Parce que si elle sait qu'elle a 3 mois devant elle, notre rapporteur général pourra très bien dire « Ok, toi, tu restes quand même sur le dossier des pratiques anticoncurrentielles. Par contre, je sais que j'ai un autre rapporteur qui va bientôt terminer un dossier d'avis, qui va pouvoir prendre le dossier d'aménagement commerciaux, quitte à faire patienter ce dossier d'une semaine ou 2. Mais quand on doit rendre un avis en urgence en 15 jours ou en 1 mois, ou même les dossiers de concentration, aménagement commerciaux en 1 mois aussi, c'est pas possible. Donc voilà, donc il y a déjà ça, je pense pour moi que c'est l'urgence. L'urgence, ça serait là. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que initier cette réflexion de fond permettrait peut-être aussi à l'autorité d'être plus efficace. Mais par contre, je suis ouverte à toute discussion et toute participation, à tout groupe de travail que vous envisageriez. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On ne va pas vous retenir aussi tardivement plus longtemps, mais merci à la fois pour la qualité de vos réponses et puis le caractère très complet également de ces réponses. Donc, j'aurai le plaisir à vous retrouver en Polynésie française prochainement, puisque je me suis engagé à venir à l'autorité, puisque je ne serai pas là à l'occasion des 10 ans. Mais je crois qu'avec mes collègues, on est tous ravis, bien sûr, de cette audition et on vous remercie très sincèrement. Si toutefois vous voyez des sujets que vous n'avez pas pu évoquer là et que vous souhaitiez nous envoyer une contribution écrite, elle sera bienvenue Très bien. pour compléter éventuellement vos propos. Mais en tout cas, sachez que cette audition va vraiment enrichir les travaux de la délégation et Madame Micheline Jacques, notre présidente, vous en remercie aussi et regrette encore de ne pas avoir été présent parmi nous ce matin pour nous et ce soir pour vous. À bientôt. Écoutez, c'est moi qui vous remercie et au plaisir de vous accueillir prochainement à l'autorité alors. Merci Très beaucoup. bonne journée à et tous. mes collègues viendront aussi, ils m'ont dit. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.
Bonjour. Enfin, je crois que vous êtes en fin de journée en Nouvelle-Calédonie. Donc, chers collègues, je propose d'enchaîner avec notre audition suivante, toujours dans le cadre de nos travaux sur la lutte contre la vie chère. Donc, nous accueillons à présent Monsieur Stéphane Reuterer, président de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je suis Tevaro Fritsch, le sénateur de Polynésie française et vice-président de la délégation. Madame la présidente de la délégation aux Outre-mer, Micheline Jacques, tient à s'excuser, Monsieur le Président, parce qu'elle est en route pour Saint-Barthélemy pour participer à une réunion très importante et un peu urgente au Conseil territorial en fonction de l'actualité de son territoire. Et donc, j'ai l'honneur de la remplacer ce matin pour conduire nos auditions de la matinée qui ont pour cadre la lutte contre la vie chère. Et avec mes collègues, on est ravis de vous accueillir. On vous remercie à nouveau de votre disponibilité. Et je crois que vous avez pris l'initiative de, effectivement, nous préparer un PowerPoint que l'on a à la fois en version papier et à l'écran. Donc, ce que je vous propose, Monsieur le Président, c'est de vous céder tout de suite la parole. Et puis ensuite, avec mes collègues rapporteurs et notre collègue, Monsieur Gérard Pommier, nous aurons quelques questions éventuellement à vous poser en fonction de votre présentation. Mais encore une fois, un grand merci pour votre disponibilité. Monsieur, qui oui, je vous ai. Alors, on a un petit souci, Monsieur le Président, on ne vous entend pas, c'est très saccadé. C'est peut-être le casque. Je fais un essai. On ne vous entend pas, en fait, le casque peut-être fait de un effet sonore. Peut-être que ça peut marcher sans le casque, je ne sais pas. Ce sont les aléas du direct. Nous n'avons plus de son, mais nous avons l'image. C'est dommage, on vous a perdu. Alors, on vous a totalement perdu, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais nous, on ne vous entend plus du tout. C'est même pas de saccadé. Votre micro est ouvert, mais peut-être qu'il faut déconnecter le casque, du coup, Monsieur le Président. Enfin, je me permets d'essayer de chercher avec vous une solution. Ouais, c'est étonnant. Pour le coup, le droit de la concurrence sans le son, ça va être compliqué. Oui. Monsieur le Président, sinon, ce que je peux vous proposer, c'est de tout relancer, de tout fermer, de tout réinitialiser. On peut attendre 5 minutes, il n'y a pas de souci pour vous permettre une nouvelle connexion. Alors, on me dit que sur le navigateur Edge, ça peut mieux fonctionner. Ou Chrome, il nous a quittés.
que vous m'entendez? Ah, 2. Alors, on a entendu 2, mais pas 1. Ah, problématique. Et là, Écoutez, on ne vous entend pas bien. Peut-être, sinon, on pourrait tenter de faire le son sans la vidéo. Pour avoir, et on a la présentation pour éviter, peut-être pour charger la bande, ne pas charger la bande passante. Ou on va enlever le PowerPoint, c'est peut-être ce qui perturbe. On va tenter d'enlever le PowerPoint sinon. Ah. est-ce que vous m'entendez? Un petit peu mieux, mais c'est encore saccadé. Alors peut-être qu'on va enlever le PowerPoint. Est-ce que vous pouvez refaire un test? Après, nous sommes à 16 000 km de Paris, donc c'est normal aussi, parfois, d'avoir des soucis. Est-ce que vous êtes toujours là, Monsieur le Président? On vous voit à nouveau. On ne vous entend pas, par contre. Ah, il n'est pas connecté? Ah, il se reconnecte. C'est l'opérateur unique.
vous m'entendez? Continuez à parler.
Qu'on a hâte de découvrir avec vous.